terrorisme n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène commun à toutes les sociétés humaines et à toutes les époques. Mais il est aujourd'hui renforcé par la mondialisation qui lui a offert tous les outils technologiques nécessaires pour se répandre. Depuis les premiers détournements d'avions par les militants palestiniens jusqu'à l'attentat du 11 septembre 2001, le monde arabo-musulman est pointé du doigt comme la principale source de terrorisme contemporain. Le retour à l'islam radical est un phénomène moderne qui se répand de l'Indonésie à la Tchétchénie. Cependant, si l'islamisme présente un visage diversifié selon les pays, il est néanmoins né dans les années 70 comme conséquence du désespoir lié à l'échec du développement pour tous. Car l'islamisme n'est pas seulement une réaction contre la modernisation des sociétés musulmanes, il est aussi un produit de cette modernisation avec ses échecs. Le Moyen-Orient a connu ces dernières années une série d'événements qui ont modifié la donne régionale. La révolution iranienne de 1979, la crise économique des pays arabes de 1982 à 1986, le problème irrésolu entre Palestiniens et Israéliens, la fragmentation du système régional arabe, l'affaiblissement de la légitimité des régimes en place, l'écrasement de la société civile par les États et l'aggravation des échanges inégaux entre le monde arabe et les pays industriels. L'islamisme s'est donc développé dans une période de désillusion pour apparaître comme un ultime recours, une recherche obsessionnelle d'identité, une tendance à référer toute action à une histoire originelle, autochtone et mythifiée. Les partisans les plus fanatiques rappellent ainsi le radicalisme désespéré des anarchistes du siècle dernier en Europe. Ce type de terrorisme est aggravé par la pauvreté, le chômage et l'injustice accentuée par la mondialisation. D'autant plus que le plan culturel, cette mondialisation tend à imposer la culture occidentale et à marginaliser les autres cultures, ce qui engendre une humiliation favorisant l'intégrisme qui ne trouve aucun autre moyen pour contester que la violence et le terrorisme. S'y ajoute de surcroît l'échec des cadres pashtuns de l'armée des services pakistanais à contrôler la situation en Afghanistan et au Cachemire, la politique étrangère américaine qui a abandonné les groupes mercenaires islamistes à partir des années 1990 en Afghanistan et qui est accusée d'utiliser de manière constante les fondamentalistes musulmans à des fins stratégiques pour provoquer les nombreux renversements d'alliances quand seul prévu l'obsession de la guerre de pétrole. Cette politique est accusée de mépriser les musulmans en formant, équipant et soutenant la puissance économique et stratégique de l'État d'Israël. La nature de certains pays arabes, d'une part,
d'une pensée extrémiste qui puise ses sources dans la diversité conceptuelle des différentes communautés musulmanes et d'autre part les liens d'allégeance entre les dirigeants musulmans autocrates et l'Occident au détriment de la défense des intérêts de leur peuple. La politique étrangère de certains pays arabes, comme celle de l'Arabie saoudite, incapables de contrôler l'intégrisme sunnite qu'ils encouragent depuis les années 80, la politique du Qatar, qui est devenue l'une des plateformes des mouvements terroristes radicaux rivalisant aujourd'hui avec l'Arabie saoudite dans l'exportation de l'extrémisme. En effet, le Qatar et l'Arabie saoudite ont fortement financé et alimenté l'armement des extrémistes de Syrie, couvrant la voie de l'émergence de Daesh. Tous les deux soutiennent les talibans afghans en appuyant les terroristes extrémistes. Ils ont contribué à la transformation de la Libye en un État failli. Ainsi, tous ces États ont couvé des groupes radicaux qui ont fini par se retourner contre eux. En d'autres termes, Ben Laden, engagé par les États-Unis et son allié saoudien pour battre l'Union soviétique, s'est retourné contre ses protecteurs, avec pour objectif de provoquer une rupture historique entre le monde musulman et l'Occident. Tous ces bouleversements ont donné naissance à des groupes fondamentalistes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique et dans le Maghreb islamique, au Mali et en Algérie. Boko Haram au Niger, Al-Shabaab en Somalie, les talibans en Afghanistan et au Pakistan, Ansar al-Sharia en Libye et en Tunisie, Jamaat al-Islami en Indonésie, Abu Sayyaf aux Philippines, Ansar al-Din au Mali, Ansar Bayt al-Muqaddas en Égypte et enfin Daesh en Irak et en Syrie. Contrairement aux autres groupes terroristes qui considèrent l'Occident comme étant l'ennemi de l'islam et des musulmans, Daesh demande la soumission de tous les pays musulmans aux non-musulmans à son califat autoproclamé. En outre, Daesh défie les frontières établies, fixe des régions particulières qui lui permettent d'établir son contrôle et renforcer ses soutiens financiers et logistiques. C'est ainsi qu'en Irak et en Syrie, profitant de l'anarchie existante, il a effectué des avancées remarquables. Ensuite, grâce à son efficacité à occuper les réseaux sociaux, il a réussi à défier la plupart des pays du monde. Daesh est équipé de chars, d'avions et de missiles. Il détient 8 puits de pétrole en exploitation, des banques et des administrations. Il a réussi récemment à mettre la main sur 40 kilos d'uranium dérobé à l'université de Mossoul. Il a constitué un gouvernement qui ne recule devant aucune forme de violence face à tout opposant à son idéologie. Devant ce danger qui menace l'équilibre mondial, aujourd'hui, les États-Unis
tente finalement de créer une coalition de plus de 40 pays contre Daesh. À ce propos, il contient à signaler que si les États-Unis sont habiles dans la création des coalitions, les pays arabes le sont dans l'adhésion aux coalitions et dans la participation au combat. Aujourd'hui encore, ils ont adhéré à la coalition réunie par les États-Unis en vue de combattre un groupe originellement soutenu par eux-mêmes. De ce qui précède, il sort que l'Occident doit mettre un terme à la démagogie et à l'extension du mouvement salafiste dans le monde. La défense des droits fondamentaux de l'homme doit prendre un caractère universel, afin qu'aucune différence ne démarque l'homme occidental de l'homme musulman. Les pays musulmans doivent organiser des conférences scientifiques, des séminaires, des voyages d'échange, sensibiliser les structures culturelles de la société civile, les écoles, les universités, les mosquées et les associations sur le danger de l'extrémisme, afin que les savants des différentes communautés puissent débattre des pensées fondamentalistes et qu'un point de vue de l'islam moderne s'affirme conformément aux droits de l'homme, aux droits des citoyens et aux libertés démocratiques. L'Occident et le monde musulman doivent abandonner ensemble la théorie de l'affrontement des civilisations pour se tourner vers le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions afin de mieux connaître leurs fondements et leurs différences pour mieux les accepter et faciliter le vivre ensemble. L'Occident doit passer à une volonté de dialogue et de collaboration sans faille. Enfin, il revient au peuple de la région de mener un combat permanent pour acquérir les libertés politiques dans le strict respect des droits de l'homme, afin d'opter pour des politiques de détente dans le monde et dans la région et de désamorcer la montée des affrontements entre les différents courants religieux. Dans le cas contraire, nous risquerons, dans un avenir proche, d'être témoins de conflits interreligieux avec son cortège d'horribles massacres. Nous espérons que dans le cadre de ce colloque, sur cette question importante d'actualité, les personnalités, les diplomates, les universitaires, les spécialistes réunis aujourd'hui nous éclaireront davantage sur ce sujet grâce à leur éminente participation et leurs échanges d'idées enrichissant l'appréhension nécessaire d'un des défis les plus cruciaux du monde contemporain. Je vous remercie.